Bonsoir à tous et bienvenue. Cela fait 9 jours que l'opération de révision de la liste électorale a débuté. 12 000 centres sont ouverts en Côte d'Ivoire pour mettre à jour le fichier électoral. Cette révision fait couler beaucoup d'encre à plusieurs niveaux, notamment les justificatifs à fournir, le délai de 23 jours pour l'opération, l'affluence et les difficultés dans les centres. Que faut-il retenir de cette première semaine d'enrôlement ? Nous ferons le débat ce soir. L'autre sujet, c'est la crise au sein du Front populaire ivoirien. Depuis la rupture du partenariat technique avec le RHDP, le FPI est divisé. Une division qui a conduit au limogeage et à la suspension de certains cadres du parti. Et puis hier, nous avons appris le lancement au sein du FPI d'un nouveau courant politique dénommé Démocratie et Valeurs par les dissidents. Que se passe-t-il au sein de la maison de Pascal Affi-N'Guessan et quelles sont les raisons profondes de la crise interne qui secoue le FPI? Nous aborderons le sujet dans la deuxième partie de cette émission. Pour la première partie, j'ai le plaisir de recevoir chez vous Traoré Mefoua. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes commissaire central à la commission électorale indépendante. Effectivement. Et nous sommes très ravis de vous avoir avec nous ce soir. Merci bien. Professeur Arthur Banga, bonsoir. Bonsoir. Enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny, analyste, historien. Merci d'être avec nous. Vous nous promettez un débat, prêtez-moi le mot. Apaisé, apaisé. Un débat très apaisé. D'accord, on note. Docteur Boga Sako-Gervais, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Vous êtes enseignant-chercheur et fondateur de la FIDOP. Oui. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. André Sylvain Conon, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver également. Vous êtes journaliste et fondateur d'Ivoire Hebdo. Merci d'être avec nous. Et puis Michel Betta, directeur de publication du journal Le Bélier. On dit directeur de publication ou fondateur. Qu'est-ce qu'on retient ce soir? Les deux. Les deux, d'accord. Merci d'être avec nous, messieurs, pour ouvrir ce débat. Nous allons suivre ce reportage de la rédaction de NCI. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kubière, a effectué hier samedi une tournée dans les centres d'enrôlement à Abidjan pour se rendre compte du déroulement de l'opération de la révision de la liste électorale lancée, je le disais, il y a une semaine. Et le président de la CEI note une affluence moyenne dans ce reportage de Salif Yalikoui. On va commencer avec vous. Une semaine après le lancement de cette opération de révision de la liste électorale, oui. Quel bilan peut-on faire en termes de chiffres, si vous avez des chiffres à nous communiquer ce soir? Oui, je voudrais saluer l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent pour, en tout cas, éclairer encore une fois de plus la lanterne des uns des autres relativement à l'opération de la révision de la liste électorale qui a commencé le 19 octobre dernier. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, nous sommes à 9 jours. Et sur les 9 jours, déjà, nous avons enregistré pratiquement 276 472 personnes qui ont été profilées dans nos centres. Et au niveau de ce chiffre, nous pouvons faire la catégorisation en termes de ceux qui sont déjà sur la liste et qui viennent pour faire des changements intervenus dans leurs données personnelles. Okay. Ces personnes-là, ce sont de la catégorie 1 et ils sont 115 000 que nous avons reçus. Et au niveau des nouveaux majeurs, ceux qui sont venus pour la première fois, ou ceux qui s'inscrivent pour la première fois, ça fait 161 366 personnes que nous avons déjà profilées. Alors, il faut dire que sur l'ensemble des 12 000 lieux d'enrôlement, okay. Au jour d'aujourd'hui, il y a 410 lieux qui n'ont pas connu le seul, j'allais dire, un seul requérant venu les rencontrer. Donc, sur 12 000, il y a 410 lieux qui n'ont pas encore enregistré de requérants jusqu'à aujourd'hui. Okay. Voilà ce que nous pouvons dire rapidement relativement aux chiffres que nous avons obtenus d'après les statistiques venues du terrain. D'accord. Merci pour ces chiffres qui ont été actualisés rapidement. Est-ce que vous pouvez nous dire
les raisons pour lesquelles on a 410 centres qui n'ont pas encore reçu de requérants. Ces centres sont où? À Abidjan, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire? Ce sont des centres qui sont à l'intérieur du pays, pour la plupart, et les raisons sont diverses. Il y a des raisons de difficulté d'accès. Il y a des zones qui ont été un peu enclavées par les intempéries que nous connaissons ces derniers temps. Et il y a aussi la majorité des lieux sont ouverts. C'est ouvert. Seulement, il n'y a pas de pétitionnaires qui viennent nous visiter. Alors, mais chaque matin, les agents, ils sont au rendez-vous et ils attendent les pétitionnaires. Sûrement, les uns et les autres sont en train encore de chercher leurs documents pour venir s'inscrire. Sinon, nous n'avons pas encore enregistré dans ces 410 lieux des requérants pour s'inscrire ou même pour changer des données personnelles sur leur... Une question, André Sylvain-Kono. Vous avez dit la majorité. Cela signifie que sur les 410 centres, certains ne sont pas encore ouverts. Il y a seulement 3 centres qui ne sont pas ouverts. 300. 3 centres. 3 centres. Ah, d'accord. 3 centres qui ne sont pas ouverts. Et c'est pour des questions, ce sont les populations. Il y a... C'est-à-dire? Il y a dans la zone de Touba, où les populations demandent à être rattachées à une autre localité que là où ils sont. Pourquoi? Pour une question je ne sais pas, personnellement, on ne peut pas l'expliquer, mais on leur a dit que la révision ne tient pas compte du rattachement pour le moment. Ce qui est essentiel, c'est de s'inscrire. Et les questions de rattachement sont des questions qui sont liées à la question de la constitution des circonscriptions. Donc, ce n'est pas la même opération. Alors, donc, la cartographie a été faite pour identifier les lieux où l'on doit récupérer les données, où l'on doit enregistrer l'ensemble des électeurs. Et par la suite, il y a donc le découpage qui est toute une autre opération qui n'incombe pas à la CEI en termes de rattachement des lieux où l'on doit voter, où l'on ne doit pas voter. D'accord. Dernière question pour vous avant de poursuivre mon tour de table. On a entendu le président de la CEI dans ce reportage qui parle d'une affluence moyenne. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette affluence moyenne? Oui, l'affluence moyenne, je l'ai dit, plus ou moins, c'est lié relativement à la question des pièces, sûrement, au niveau des requérants. Vous savez, on a dit que nous attendons 4 500 000 personnes. Mais les 4 500 000 personnes, si elles détiennent effectivement les documents, elles peuvent faire le mouvement vers nos centres d'enrôlement sans embâche. Mais nous ne comprenons pas pourquoi il y a une affluence moyenne. Si nous devons donner une explication, c'est sûrement à ce niveau-là la disponibilité des pièces. Sinon, les 12 000 lieux d'enrôlement sont disponibles et sont ouverts, sauf les 3 que j'ai indiqués. D'accord, merci. Chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de participer à ce débat en nous appelant pour poser une question ou donner votre avis. Arthur Bonga, impression de cette première semaine? On a à peu près la même impression. Hein. Déjà, moi, je l'avais dit, et au mois de janvier, j'avais vu un communiqué, je crois, d'un parti qui parlait de 8 millions d'électeurs qu'ils attendaient. Après, j'ai vu 4 millions. Il n'y a même pas longtemps, j'ai vu le président du groupe parlementaire PDCI sur une chaîne internationale comparée à la Côte d'Ivoire. Moi, je suis de ceux qui pensent que les 4 millions, c'est utopique. Pourquoi? D'abord, première raison, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, on a enregistré autour de 2 500 000 personnes en plus. La comparaison de Simon Do est encore plus saisissante des erreurs de concept qu'on fait. Parce qu'il a pris le Ghana. On confond en Côte d'Ivoire, surtout dans la classe politique, 3 concepts. Résident, national et citoyen. Un résident n'est pas national. Un national n'est pas nécessairement citoyen. Donc, on prenait un pays comme le Ghana en comparaison, alors que ce pays n'a que 1,5% d'étrangers. À la Côte d'Ivoire, qui a officiellement autour de 22-23% d'étrangers, vous forcez dans vous trompez carrément dans votre analogie, elle est caduque à partir de là. Donc, l'analogie de Simon Do était totalement caduque.
Parce que la composition sociétale de la Côte d'Ivoire est totalement différente de celle du Ghana. Une deuxième chose, tu peux être ivoirien, on a à peu près 21% de la population qui a moins de 18 ans. Donc, ils ne sont pas concernés par la citoyenneté. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, n'oublions pas, je suis d'accord avec le commissaire, la question de l'état civil. Je crois qu'il y a entre 6 et 7 millions de CNI qui circulent actuellement en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas avoir un pays où il y a 6-7 millions de cartes nationales d'identité et espérer avoir 12 à 13 millions d'électeurs. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans la réalité. La réalité entre l'état civil, ces statistiques et les attentes des partis politiques et de la CEI qui n'est pas normale. Troisième chose qui est réelle, on va revenir à ça même dans la deuxième partie de notre quiz, c'est le dédain de la politique. OK. Voilà. D'abord, c'est un devoir, mais ce n'est pas une obligation voter. Ce n'est pas une obligation. Le vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Mais si les hommes politiques, déjà en 2010, les Ivoiriens ont voté à plus de 80% de taux de participation, un record, dans l'espoir que cette élection leur amène la paix, ça leur amène une crise plus grave. Aujourd'hui, on a des alliances politiques qui naissent aujourd'hui, qui renaissent demain. Donc, il y a une partie des Ivoiriens qui n'est pas intéressée par la politique. Qui ne fait plus confiance à la classe politique Okay. Et qui ne s'y intéresse pas. Et dernier point politique, il y a des partis qui, pendant plus de 10 ans, ont expliqué à leurs militants qu'ils ne devaient pas s'inscrire. Ils ont expliqué à leurs militants qu'ils ne devaient pas voter. Ils ont expliqué à leurs militants qu'ils devaient boycotter. Et on arrête de prendre les militants pour des gens qu'on agite sur ces manettes. Et aujourd'hui, matin, vous vous levez, vous leur dites, OK, c'est bon, maintenant, vous pouvez aller voter. Mais pendant 10 ans, vous avez prêché qu'ils ne doivent pas voter. Donc aujourd'hui, vous allez encore devoir prêcher pendant longtemps. Donc il y a tout cet ensemble qui fait que les 113 000, sur les 4 millions de nouveaux électeurs qu'on attendait, les 113 000, pour moi, sont dans la logique du moment. Je pense qu'à l'approche et avec la sensibilisation, les semaines prochaines, on va augmenter, mais on sera très, très loin des fausses expériences de 8 millions ou de 4 millions d'électeurs parce que, basées sur des comparaisons, comme j'ai dit, caduques sociologiquement. Très bien noté, Athieu Bonga, c'est votre avis, on le respecte. Docteur Boga Sako, je reviens. Oui, merci. Merci beaucoup. Je note juste deux choses. Hein. D'abord, au préalable, moi-même, j'ai été aussi parmi les 115 000, là, certainement, parce que j'ai dû passer par, voilà, par mon bureau de vote ancien, puisque avec la situation de notre pays, je votais maintenant en Italie, à Florence. Donc, j'ai dû me rendre à mon ancien bureau de vote qui se trouve à l'école de gendarmerie. Et avant d'y aller, j'ai eu à être confronté à la question de cette cas de résidence. Et donc, je suis allé dans un commissariat, je crois que c'est au 18e, si ma mémoire est bonne. Et puis, je voulais donc me faire établir ce document. Donc, j'étais prêt à me faire enrôler et payer le timbre. C'est là qu'on me dit, non, non, allez-y. En haut, c'est pour le vote? Oui, allez-y. Donc, et c'était gratuit. Donc, je tombe maintenant sur mon premier point, la gratuité. Parce que c'est cher, tout ça. Vous avez affaire à des populations qui, chaque jour, se battent même pour avoir le pain quotidien. OK. Et dans la pratique, vous donnez 10 000 francs à un parent. Bon, écoute, débrouille-toi, va te faire enrôler, etc. Mais il y a longtemps que le monsieur cherche 10 000 francs pour manger avec sa famille. Et c'est là où je rejoins un peu Arthur. Il s'est dit, ben, les 10 000 francs là, je vais aller me faire enrôler pour quoi au juste? Pour aller voter qui? Donc, comme ce n'est pas obligatoire, il préfère utiliser les 10 000 là pour une semaine de nourriture. C'est pour cela qu'on a toujours lancé l'appel au gouvernement, à l'État de Côte d'Ivoire. Rendez la pièce d'identité là. Faites ça gratuitement. J'insiste là-dessus. Okay. Deuxièmement, quand on me dit, c'est vrai, tu dis on ne pourra pas atteindre les 4,5 millions. Mais le mal est qu'on confond la question de l'enrôlement là avec, si vous voulez, la période électorale. Ça démotive forcément. C'est-à-dire que dans le quotidien, bon, aujourd'hui vous nous donnez 23 jours. Si je ne suis pas dans les 23 jours là, c'est coincé. Alors que si c'est fluide, si c'est fait toujours annuellement, je me donne le temps, parce que c'est une question aussi de pratique. Chacun a son agenda. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de courir après les électeurs, etc. Dans l'idéal, et je m'en vais terminer, je voudrais dire, c'est vrai, même si ça paraît utopique ou illusoire, mais c'est un droit de l'homme. Donc, l'État doit tout mettre en œuvre pour que les citoyens soient dans les normes pour pouvoir choisir les dirigeants. Donc, pour moi, c'est vrai qu'on ne pourra pas peut-être l'atteindre, mais mettons le maximum. Que ça vienne d'eux. Si ça vient des citoyens, il n'y a pas de problème. Mais que nous ne mettions pas tout en place pour que les gens puissent aisément aller se faire inscrire. Quand vous parlez de mettre tout en place, vous parlez de quoi exactement? En dehors de la gratuité? Non, oui, il y a cela, mais il y a aussi, par exemple, comme il a dit, il y a près de 400 bureaux de vote environ. Qui n'ont pas encore reçu. Voilà, qui n'ont pas encore reçu. Ça veut dire quoi? Voilà, donc question des routes, question de moyens, enfin, etc. Donc, moi, je dis, l'État fait sa part, et faire sa part, c'est de rendre
annuel la question de l'inscription déjà. André Sylvain Kono. Oui, je confirme que le certificat de résidence, parce que moi-même, je change de lieu de vote. Je votais jusque-là à Abidjan. Maintenant, je vais voter à Bokanda. Et c'est gratuit. Je me suis rendu au commissariat de Bokanda. C'est gratuit. Effectivement, je n'ai pas payé 5 francs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je note que tous les partis politiques, en tout cas depuis qu'on est parti de 2010, il y avait toujours des sons discordants en 2015, en 2020 et les autres élections. En tout cas, tous les partis politiques, cette fois-ci, ont appelé leurs militants à aller se faire enrôler. Il n'empêche, c'est toujours timide. Mais le problème, en fait, il est plus profond. Nous, on a une fondation qui a décidé cette année de sensibiliser à l'enrôlement. Mais on s'est rendu compte, en fait, que de nombreux Ivoiriens, potentiellement électeurs, lient la question de l'inscription sur la liste électorale à une affaire électorale, tout simplement, sinon électoraliste. Pire, ils lient la question même de l'obtention des pièces d'identité à une question électoraliste. Voilà. J'ai failli dire à qui la faute? Aux politiciens. Aux politiciens, généralement, qui font croire aux populations qu'il faut prendre la pièce d'identité pour les voter, eux. Voilà. Et de ce fait, aujourd'hui, je vous assure, M. Boga a parlé de cherté de la pièce d'identité et autres, mais aujourd'hui, il y a une opération spéciale. Opération spéciale pour l'obtention des extraits de naissance, et c'est gratuit. Mais dans la zone que je connais le plus aujourd'hui, dans le département de Bokanda par exemple, il faut pousser les populations à aller. J'ai rencontré un sous-préfet qui m'a dit, il y a eu une telle opération en 2019, jusqu'à présent, il y a des extraits de naissance qui sont ici encore et que personne n'est passé retiré. Okay. Pourquoi? Parce que justement, de nombreuses populations, en tout cas, on a inculqué à de nombreuses populations que obtenir une pièce d'identité, c'est pour voter un maire, c'est pour voter un député, c'est pour voter un président. Un président de conseil régional aussi. Voilà, un président de conseil régional. Et donc, quand il ne se sent pas concerné par le choix de cette personne, il ne trouve pas la nécessité pour elle-même, sinon elle ne trouve pas la nécessité d'avoir un extrait de naissance, un papier. Et ça, il appartient à la société civile, aux journalistes, aux médias, aux leaders de la société civile, de dire aux gens, non, la pièce d'identité est essentielle pour vous-même. Okay. Aujourd'hui, moi, je demande aux jeunes, aux nouveaux électeurs, d'aller se faire inscrire. Pourquoi? Parce que de plus en plus, être inscrit sur la liste électorale devient une condition d'obtention de certains jobs, comme l'agent recruteur. Cette année, pour être agent recruteur, il fallait être inscrit sur la liste électorale. Aujourd'hui, au niveau des présidents de jeunes, les présidents des jeunes de nos communes, pour être élu président des jeunes, il faut être inscrit sur la liste électorale. Donc, s'ils ne font pas attention, demain, on peut exiger, pour être, par exemple, recruté à la fonction publique ou même être candidat, on peut demander d'être électeur parce qu'il faut être moins citoyen. D'accord. Michel Betta. Oui, comme tout le monde a pu le remarquer, il y a un manque d'engouement autour de la révision de la liste électorale. Moi, je vais un peu plus loin. Je vais en 2000. Je me souviens qu'en 2000, les lignes étaient... Ouais, les rangs étaient très, très longs pour s'inscrire sur la liste électorale. Vraiment, ça avait eu un engouement exceptionnel. On était un peu plus jeunes, mais on a vu, j'ai dû me déplacer même. J'ai fait plusieurs bureaux de vote pour pouvoir ne serait-ce que m'inscrire parce qu'il y avait des longues lignes pendant plusieurs jours. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, s'il y a ce manque d'engouement-là, c'est un peu un manque de confiance au processus électoral. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, les Ivoiriens ne croient pas tellement que ce qui sortira des urnes, c'est ce qui va être révélé à la population. Donc ils se disent, je vais aller voter pourquoi? Mais je vais aller me faire rouler pourquoi? Et ça, vraiment, je crois que sur ce côté-là, la CEI doit jouer un rôle très important. Développer, dites-nous. Oui, pour mettre un peu les acteurs politiques en confiance. Et quand les acteurs politiques sont en confiance, les électeurs aussi sont en confiance et ils vont rapidement se faire enrôler. Parce que quand tu te souviens qu'en 2000, les uns les autres croyaient au processus.
Donc tout le monde est parti se faire enrôler. Tout le monde presque. Et aujourd'hui, les gens hésitent. Parce qu'ils se disent, ben, écoute, quand on finit un processus électoral, est-ce que c'est ce qu'on attend ou bien c'est ce qu'on a fait qui se révèle, être ce qui est dit par les autorités qui sont en charge de conduire ce processus. C'est pourquoi j'estime qu'aujourd'hui, plus qu'hier, les requêtes de certaines voix de l'opposition ou bien des autres partis doivent être prises en compte. Parce que j'en viens. J'estime que quand ceux-là seront rassurés, notamment, je veux parler de l'audit de la liste électorale, les gens ne s'en cachent pas. On le dit souvent, ce n'est pas quelque chose d'inédit, ça s'est fait ailleurs. Il faut vraiment, sur ce point-là, moi, je ne manquerai pas, dès que j'ai l'occasion, d'interpeller la CEI. Parce que, vous voyez, ce qui est surprenant, de tous les partis politiques de l'opposition, tout le monde demande l'audit. La seule entité qui ne demande pas, c'est le RIDP. Et on arrive à la CEI, le président de la CEI, qui se réalise en grand pédagogue et c'est à saluer, il est toujours prompt à faire des leçons à l'opposition pour leur dire, écoutez, si vous avez besoin de faire inscrire quelqu'un sur la liste électorale, voilà la débâche, voilà pour ceux qui sont enlevés, voilà ce qu'il faut faire. Mais quand il s'agit de l'audit, il est prompt à ne pas vouloir. On se pose des questions. Moi, je dis qu'il faut rassurer les uns les autres et vous verrez que ce processus de révision-là, il y aura de l'engouement. Avez bien noté, et heureusement que la CEI a représenté sur ce plateau, mais Fouad Traoré, que oui, je voudrais rebondir au niveau de l'intervention de M. Betta. Quand il dit que la CEI doit rassurer, rassurer qui? Rassurer les citoyens ou les politiques? Qui a intérêt à avoir le maximum d'inscrits? Qui a intérêt à avoir des électeurs? Ce sont les politiques. Donc c'est d'abord eux qui doivent comprendre leur rôle dans l'action de la démocratie que nous avons choisi comme mode d'accès au pouvoir. OK? Donc pour moi, l'audit, on l'a toujours dit, le président l'a expliqué, plusieurs fois on a dit comment nous entendons le mot audit dans notre arsenal juridique électoral. Okay. On l'a tout à l'heure dit, l'article 12 dit que lorsqu'on fait l'enrôlement, il y a une phase qu'on appelle le contentieux. Et le contentieux, ce n'est que l'individu qui est venu se faire enrôler, qui vient vérifier les données qui ont été enregistrées sur sa personne pour que, in fine, cette liste qui doit sortir en définitive soit la plus propre possible. Mais ça, on l'a expliqué et on l'explique tous les jours. Quand on dit qu'on a besoin d'un audit, ce n'est pas l'audit forcément qui va rassurer les politiques, pas du tout. Ce n'est pas ce qui va rassurer les politiques parce qu'eux-mêmes, aujourd'hui, on demande à ce que vous veniez à ce que vous mobilisez les populations, surtout les jeunes, à venir se faire inscrire. Si vous gagnez ce pari, vous allez voir que tout ce que nous avons aujourd'hui comme souci, comme, j'allais dire, message que nous voulons lancer pour le développement, nous allons pouvoir le faire. Mais pour ce qui concerne la CEI travaille toujours avec les politiques. Quand on dit de venir faire la révision de la liste électorale, on nous dit qu'il faut avoir la carte nationale d'identité. Okay. Mais au-delà de la carte, vous avez sollicité, les partis politiques ont sollicité qu'on puisse présenter le certificat de nationalité. On a accédé à cela, on l'a fait. Et le ministère de la Justice a présenté un document, un projet pour l'établissement de cette pièce gracieusement. Cela se fait pour cette période-là. On l'a fait pendant l'édition 2022-2023, encore gracieusement cette année. Donc pour moi, ce sont les politiques qui doivent davantage revoir leur stratégie en matière de captation de l'attention de la jeunesse. Plus on présente un tableau noir, plus les gens vont avoir l'impression que participer à une élection est une action dangereuse. D'accord. C'est ce que je voulais dire, pour dire que nous sommes ouverts et nous participons à chaque activité avec les partis politiques et nous les associons à tout ce que nous faisons comme activité
au niveau de la commission électorale. Et nous reviendrons. Je veux vous donner la parole, messieurs. Ne vous en faites pas. Nous avons juste un téléspectateur en ligne. Bonsoir, monsieur Kwame, qui nous appelle de Dimbokro. Bonsoir. Bonsoir, Evelyne. Alors, pour vous, le manque d'engouement est dû à la lassitude de la population qui fait face à un personnel politique, au même personnel politique, qui ne change pas. Justement, Evelyne, à Dimbokro, où je suis, j'échange régulièrement un peu de temps en temps avec les parents. Il faut dire que les gens sont lassés, ils sont fatigués. Ils sont fatigués parce qu'on a toujours affaire aux mêmes têtes, aux mêmes personnes. Et au finish, c'est la bagarre. Ce sont les querelles auxquelles nous observons. Donc les parents finalement se disent quoi? Pourquoi aller me faire enrôler et puis à la fin me retrouver dans des situations difficiles, me retrouver dans des situations de conflit et autres? Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que tous ces débats qu'il y a autour de la CEI ont fini par décourager tout le monde. La CEI n'est pas fiable, la CEI, les résultats sont connus d'avance. Mais si les résultats sont connus d'avance et que cette CEI-là même qui est censée m'enrôler pour que je puisse prendre part aux élections n'est pas fiable, mais à quoi bon me déplacer pour aller me faire enrôler? Puisque ma voix finalement ne va servir à rien. Donc tous ces éléments-là, mis l'un dans l'autre, ont fini par lasser les gens. Ça a fini par lasser les gens à telle enseigne qu'aujourd'hui, quand vous parlez affaire de recensement, ou par affaire d'élection, vraiment en dehors de ceux qui ont un intérêt particulier, l'Ivoirien lambda ne sont pas concernés. Et c'est bien dommage. Okay. C'est dommage. Voilà un peu ce que j'ai voulu dire concernant ce sujet. Je tiens à remercier vos invités qui font de très belles analyses. Et nous vous remercions pour votre appel. André Sylvain-Conon, rapidement, qui juste à Dimbokro, le maire élu s'appelle Adama Coulibaly, c'est le ministre de l'économie. Il a été élu seulement il y a 1 an. Donc il est nouveau. Les deux députés sont nouveaux. Ils ont été élus en 2021. Ils ne l'étaient pas en 2016. Donc, c'est un personnel nouveau à Dimbokro. La première explication qu'il a donnée ne tient pas, d'autant que j'ajoute, le président Tidiane Thiam du PDCI est aussi nouveau. D'accord, mais c'est son avis, on le respecte, André Sylvain-Conon. Arthur Bonga. Non, moi, je veux réagir sur 2 choses. La première, c'est la question de l'audit. Bon, si pour faire fun, si pour, ça peut apaiser, OK, mais en réalité, j'ai devant moi l'article 12, qui pour moi est un audit. Article 12 il faut que chacun ait son code électoral. Comme sa constitution, il faut que chaque Ivoirien ait ça chez lui. Article 12. Tout électeur, alinéa 2, tout électeur a le droit de réclamer la radiation d'une personne décédée, de celle qui a perdu sa qualité d'électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par décision compétente ou par une personne indûment inscrite. Ça veut dire que normalement, tout électeur, quand il soupçonne quelque chose, peut saisir la CEI. C'est ça. Tout électeur n'a pas besoin d'être un parti politique. Un électeur seul, un citoyen seul, peut prendre la liste et dire lui, il ne doit pas y être. Parce que j'ai ça. Après, il faut raison les partis politiques. Donc, c'est vrai que, moi je l'ai dit, ça ne me gêne pas si on veut un audit pour qu'on soit d'accord sur le mécanisme de l'audit pour arriver à plus de célérité. Mais, je ne sais pas si c'est 2000, j'étais plus jeune en 2000, mais en 2010, pour répondre à ton avis de 2000, je rejoins un peu ce que l'ami a dit. Ce n'est pas tant la confiance, hein. Sinon, ce n'est pas la confiance, c'est l'enjeu électoral. En 2000 comme en 2010, les partis politiques disaient « allons voter pour gagner ». Il y avait des élections qui créaient, et j'ai parlé tout à l'heure de 2010, où tout le monde voulait en sortir par l'élection. Ça crée une mobilisation. Mais si tous les jours, vous êtes homme politique, et que vous dites chaque matin que la CEI n'est pas crédible, que la politique ne sert à rien, que nanani, nanana, mais comment vous pouvez dire ça pendant 8 mois, et puis 1 mois, vous partez dire aux gens, allez vous faire enrôler. Mais le discours n'est pas cohérent. Le discours que vous portez là, il n'est pas cohérent. Et même quand les partis politiques, pas les partis politiques ont changé, le PDCI jusqu'en 2018, là, ils n'ont jamais contesté ça là. Ils n'ont jamais contesté. Parce qu'on était tous dans le RAGP. Et dès qu'ils sortent, ça devient mauvais. Mais c'est tout ça qui décrédibilise. Je dis, la politique aujourd'hui est de plus en plus décrédibilisée. Et si aujourd'hui, tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, tous, se mobilisent comme ça et puis il y a une faible alliance, il faut que les hommes politiques se disent, attention, on est en train de dégrader la confiance qu'on a avec les populations, par nos pratiques, par nos discours et par notre manque de cohérence. Et ça doit changer. Mon dernier point, c'est l'état civil. C'est ce que j'appelais l'état civil, ce que André a expliqué. Là, des Ivoiriens, moi j'ai trouvé plein de gens dans les villages qui n'ont pas de pièce d'identité tout court. Parce qu'ils ne savent même pas pourquoi, ils ne savent pas l'importance de ça. Donc, il faut déjà un travail sur l'état civil pour comprendre pourquoi les Ivoiriens
ne vont pas faire les pièces. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, je suis d'accord avec Dr Boga Sako. Okay. La plus grande mobilisation, c'était 2010, parce que justement, c'était gratuit. Et si on doit avoir une séquence de gratuité pour qu'on ait un état civil qui soit quand même beaucoup plus représentatif que ça, il faut. Il y a clairement, je suis d'accord avec ceux qui disent, même si ils poussent bouchon, il faut qu'on ait plus de représentativité dans notre liste par un état civil. Et l'état civil n'est pas la connaissance, la compréhension de l'importance de cet état civil déjà. On peut avoir 6 millions, 7 millions de cartes nationales d'identité et espérer avoir 15 millions d'électeurs. C'est même pas logique. Si tu as 7 millions de cartes d'identité, tu auras tout au plus 7 millions d'électeurs. Or, dans ces 7 millions de cartes d'identité, ceux qui ont les 2 cartes font déjà une bonne partie. C'est que par le nombre de nouveaux gars qui ont la carte d'identité, on doit savoir à peu près qui viennent s'inscrire. Donc, je peux avoir 7 millions de cartes d'identité et espérer 15 millions d'électeurs. Ce n'est pas possible. Okay. Donc, il faut agir sur l'état civil, d'une part, et agir aussi sur les discours politiques, la confiance qu'on donne dans la politique. Mais qui doit agir sur l'état civil? C'est ça la question fondamentale. D'abord l'État, parce que c'est le premier responsable de l'état civil. En donnant des mécanismes, en faisant comprendre aux gens, en donnant des mécanismes de simplification de l'inscription sur l'état civil, ça c'est très important. Parce que quand l'état civil va augmenter, et nous tous, c'est-à-dire intellectuels, citoyens, on doit pouvoir faire cet exercice de pédagogie. D'ailleurs, on laisse trop cet exercice aux politiques. C'est peut-être pour ça même que ça ne réussit pas. Il faut que tous en partent, citoyens, cadres, jeunes dans nos fondations. C'est très bien ce qu'André fait avec sa fondation. Moi, je vais arriver aussi avec un groupe d'amis à Boisseau pour reparler à des gens, pour leur demander d'aller s'inscrire. On ne doit pas laisser que ces politiques, c'est parce qu'on laisse ça même aux politiques que les gens font cette bêtise. D'accord. Je crois que on vous a bien compris, à Chubonga. Je vais vous donner la parole. Le cas pratique avec Mefoura Traoré, notamment sur la radiation des électeurs. On a parlé donc de l'article 12 du Code électoral. À ce jour, est-ce que la Commission électorale indépendante a reçu des requêtes de radiation? Oui, on a reçu quelques cas de demandes de radiation. Ce sont des demandes de radiation. Parce que ces données-là qui sont recueillies sur le terrain, avec l'ensemble des pièces justificatives, justement des personnes décédées, plus la pièce d'électeur de celui qui vient faire la demande, ces pièces-là seront versées au dossier et traitées de façon plus sérieuse. Parce que retirer une personne sur une liste doit obéir à une procédure, donc à la vérification de tous ces éléments-là pour pouvoir le faire. On peut avoir une idée d'un chiffre en termes de requêtes de radiation, parce qu'on a vu l'opposition a donné plusieurs chiffres sur des cas, sur des anomalies constatées sur... Ce qu'il faut préciser, c'est que l'opération actuelle, c'est l'enrôlement. Mais on a accolé à cette opération, à ce processus d'inscription, la possibilité de faire la demande de radiation. Sinon, on allait attendre, on attend la période du contentieux pour vraiment faire cette opération-là de façon chose. Mais toutefois, lorsque nous allons entrer dans la phase de traitement de toutes ces données, le ministère en charge donc, de cette question, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, devra nous mettre à disposition l'ensemble des personnes, la liste des personnes décédées depuis la liste définitive que nous sommes en train de réviser. Ces personnes-là seront retirées au moment venu lorsque nous allons faire donc, le traitement de la liste provisoire. Très bien. Dr Boga Sako, j'avais ensuite... Oui, moi je voudrais d'abord commencer par une note d'espoir quand même, c'est-à-dire que l'avenir ne doit pas être aussi sombre que cela, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, si vous voulez, c'est une phase de transition de notre pays pour atteindre la modernité. Quand on est dans un État moderne, on a un État civil qui est moderne, qui est informatisé, les choses vont... Voilà. Donc, on est en train de bâtir une nation. Souvent, quand on vient sur les plateaux, les gens pensent qu'on vient pour critiquer, En fait, nous venons pour contribuer parce que ceux qui sont au pouvoir, ils passent, les gens passent, et puis le pouvoir reste. On a un pays qu'on veut consolider. Pour qu'on soit... Aujourd'hui, vous avez les gens, le Yango, on a les adresses, Internet. C'est comme ça qu'on bâtit une nation. On va dire. Voilà, donc oui, merci beaucoup. Excusez-moi pour la pub gratuite. Désolé. Oui, pour dire que l'espoir n'est pas perdu, les choses viennent, on évolue. Toutefois, parlant de la CEI, cher ami, moi, il y a deux choses sur lesquelles je ne veux pas être d'accord avec vous. Bon, tantôt, on a parlé de ce que la CEI n'est pas là pour rassurer les politiques. C'est nous qui payons la CEI. C'est notre argent qu'on vous donne. Donc, rassurez les Ivoiriens. Mais quand vous regardez vous-même les typitudes, parfois, de votre organisation, de votre structure, avec le président, qui dit une chose et son contraire, c'est un exemple banal. Le président dit,
Pour s'inscrire, il faut la carte d'identité plus un extrait de naissance. Le lendemain, ça change. Tu es le premier responsable. Là, je parle à un ami, je connais très bien M. Kilbert. Un bon magistrat, etc. Mais vous pouvez prendre ça comme des détails. Mais vous êtes la tête, vous êtes la figure de la structure. Si vous-même, vous ne connaissez plus les éléments qu'il nous faut, nous, citoyens, mais comment vous voulez qu'on vous fasse confiance? Ça, c'est un élément, ce n'est pas un détail. Mais deuxièmement... Vous allez avoir la possibilité de répondre. Oui, bien sûr. Allez-y. Mais deuxièmement, la question de l'audit. Oui, l'article 12. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. L'article 12, ce n'est pas suffisant. En dehors de l'article 12, la classe politique et la société civile dit faisons l'audit de notre liste. Parce que le problème qu'il y a, ce n'est pas seulement les personnes décédées. Il y a des personnes qui sont sur la liste de façon frauduleuse. Aujourd'hui, je peux en parler à l'aise. Parce que non seulement il y a au sein du PDCI RDA des allégations vérifiées, chiffrées. Les gens sont là. Maître Blessy est là, il a fait une analyse, etc. Vous allez au PPACI, vous avez Maître Abiba Touré, qui a fait aussi une analyse avec des éléments. Ça existe. Mais mieux, le dernier en date, c'est mon ami Assalé Timoko, avec qui j'ai échangé récemment, qui vous fait une analyse. Il prend sa localité. Il est député maire de Tiasali. Il dit qu'il a pris la liste de Tiasali. Il a vérifié qu'il y a des personnes non ivoiriennes qui sont inscrites sur la liste. Le monsieur vous dit qu'il a ramassé cela. Il est allé même, et vous dites, parfois dans ces cas de figure, la radiation seule ne suffit pas. Il faut les poursuivre. Pour fraude. Mais c'est grave. Et le monsieur vous dit, j'ai fait toutes les étapes, jusqu'à aller voir le procureur, jusqu'à aller voir même le ministre. Et moi, je m'attendais à ce que le ministre se sente fouetté et qu'il dise, mais c'est faux, c'est cela, non? Le ministre fait un communiqué par son chargé de communication pour dire simplement que non, c'est pour radier, etc. Non, c'est un problème gravissime. Donc, vous voyez, chère madame, je vais chuter pour dire, quand on demande l'audit, là, pourquoi vous-même ça vous dérange? Ce n'est pas votre argent. Celui-là, ce n'est pas votre argent. Les partis politiques disent, c'est le parti au pouvoir seul qui ne le dit pas. Et moi-même, je m'interroge. Parce que qui veut être mal élu ici, en fait? Vous voulez qu'on ait toujours un président qui soit à demi élu, etc. Non, ça n'arrange personne. Vous êtes majoritaire sur l'ensemble du pays. On vous dit de faire l'audit de la liste, ça vous gêne. Non, il n'y a pas d'argent. Même si vous voulez, dites ça, on va demander à l'opposition de se cotiser. La société, on va chercher l'argent. D'accord, Dr Boga, il faut qu'on en fasse l'audit pour une fois. On vous a bien compris. Et j'ai dit. André Sylvain Conon, on va finir le tour de parole ici, le tour de table, et ensuite... Non, j'aimerais dire à mon frère Beta qu'en fait, en 2000, c'était l'année zéro du recensement électoral en réalité. Parce que c'était la CEI, c'était la Cour... La Commission nationale électorale. La CNE qu'on appelait à son temps. Donc c'était vraiment l'année zéro. Jusque-là, c'était le PDCI qui organisait, avec l'État et autres. Maintenant, en 2010, il y a eu 10 ans qui se sont écoulés. Donc, si vous... et pendant ces 10 ans, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. Donc, logiquement, les électeurs potentiels étaient assez nombreux. Maintenant, bon an, mal an, chaque 2 ans tout au moins, on essaie de réviser. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Oui, j'ai posé la question au président de la CEI qui a expliqué en disant que ça s'étendait sur 2 ans. C'est-à-dire que là, par exemple, on est en train de réviser la liste électorale. Nous sommes en octobre. Jusqu'en mars, on va consolider. Donc, c'est ce qu'il a expliqué. Bon, en ce qui me concerne, en fait, moi, je suis favorable à un basculement automatique. À savoir que dès lors qu'on est majeur, qu'on prend une carte nationale d'identité, étant donné que la CEI elle-même nous explique qu'elle fait des croisements avec le fichier fourni par l'Office national de l'identification, l'ONESI, c'est un basculement automatique qui devrait être fait avec pour référence le domicile qu'on a donné au moment de l'enrôlement pour la carte nationale d'identité. Donc, c'est un domicile par défaut. Le citoyen peut donc, par la suite, changer de domicile. Donc, pour moi, c'est un basculement automatique. Mais pour arriver à cela, ce n'est pas la faute à la CEI. Il faut que les députés, le gouvernement prennent donc un projet de loi ou que les députés prennent une proposition de loi. Voilà, donc ça, c'est ce que j'aimerais dire. Alors, sur le terrain, qu'est-ce que je constate? En réalité, vous noterez que pour la présidentielle de 2025, ce sont souvent les candidats potentiels à l'élection présidentielle qui sont concernés.
les élus locaux se sentent moins concernés, vu qu'en réalité, ce n'est pas leur élection. C'est l'une des raisons. Ce n'est pas leur élection. Et donc, vous prenez par exemple des gens qu'on fait un fois changer de bureau de vote et autres, vous verrez que ce phénomène va s'accroître pendant les municipales. Pour le recensement, peut-être dans 2 ans, pour les municipales, parce que le maire s'est dit, oui, j'ai besoin de telles personnes pour aller voter pour moi. Pour moi. Donc, c'est l'une des causes. En fait, les élus locaux qui ne se sentent pas concernés par la mobilisation des électeurs pour l'élection présidentielle ne se mobilisent pas beaucoup. Et ça, on le constate sur le terrain. D'accord, bien noté. Michel Betta, je vais donner la parole. On a beaucoup de téléspectateurs qui veulent participer à cette émission et nous avons justement M. Fabien Aka qui nous appelle de la région de Tia-Salé. Bonsoir. Bonsoir, madame. Pour vous, il y a plusieurs difficultés, notamment les distances pour établir les documents administratifs. Oui, justement, il y a la distance pour établir, effectivement. Est-ce que vous pouvez couper juste votre réceptif? La télévision, est-ce que vous pouvez couper le réceptif? Oui. Oui. Couper la télévision? Oui, je suis loin de la télévision. Éteignez carrément parce que ça fait de l'écho. Oui. Allez-y, on vous écoute. Allô? Oui. Vous me recevez? Maintenant, bien. Oui, ok. Je disais comme ça que ce soir, je suis allé vers les jeunes qui jouent au ballon sur le terrain pour les mobiliser pour venir se faire enrôler. Parce qu'en fait, les agents enrôleurs sont là et ils ne viennent pas. Allô? On vous entend parfaitement, M. Aka. On vous entend. Donc, je suis allé vers les futurs électeurs, les jeunes que j'ai déjà eu comme élèves qui ont 17 ans sur le terrain qui jouaient. Donc, j'ai arrêté le football. Et puis, j'ai demandé pourquoi ils ne veulent pas se faire enrôler. Bon, il y a eu diverses raisons. Hein. Entre autres, aujourd'hui, vous avez fait la carte nationale d'identité gratuite. Mais pour avoir la carte nationale d'identité, il faut aller jusqu'à Tia-Salé, par exemple. OK. Pour aller à Tia-Salé, il faut au moins 5 000 francs dans ta poche, aller-retour, manger quelque chose. Ça, c'est une difficulté. Or, ici, il y a la sous-préfecture. Est-ce que on ne pouvait pas déplacer quelqu'un pour être à la sous-préfecture pour signer ces documents-là cadeaux pour les jeunes pour qu'ils puissent s'enrôler rapidement. Et puis, la première préoccupation concernant la CEI, la crédibilité de la CEI, ils m'ont dit que, monsieur, en 2000, là, les jeunes ne sont même pas arrivés à l'école et puis on nous a dit que les Monaco a fait 90%. Bon, ça là, c'est eux qui ont dit, ce sont des enfants, ce sont des jeunes. Bon, moi, je ne veux pas en dire mieux. Donc, voilà à peu près les difficultés que les gens ont partout sur le territoire national parce que la justice n'existe pas partout. Donc, c'est ça le problème, le déplacement pour aller à la justice, pour établir d'abord la pièce. Donc, voilà à peu près ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Fabien Aka, pour votre appel et pour votre contribution. Nous, on poursuit le débat sur ce plateau. C'est à vous maintenant, Michel Betta. Moi, je note avec, je veux dire, avec encouragement quand même, c'est encourageant. Tous les partis politiques sont sur le terrain pour essayer tant bien que mal d'engager les populations à aller se faire enrôler. Mais la difficulté, comme beaucoup l'ont énuméré ici, c'est les pièces. On a constaté depuis la mise sur pied de l'ONESI, il y a beaucoup encore qui n'ont pas leurs pièces. Qui disent avoir déposé ça. Moi, j'ai dû intervenir quelquefois pour certains, qui disent avoir déposé ça depuis des mois, mais qui n'ont pas eu les pièces. Et aujourd'hui, le DG de l'ONESI, quand il évoque la question, il parle des moyens, je dis, des technologies de l'information mises en place pour voir à quel niveau chacun pourrait voir où se trouve sa pièce, quelles sont les difficultés. Mais tout le monde n'a pas ce même niveau d'instruction. On parle de plus de 40% d'analphabètes. Donc, tout le monde n'a pas ce même niveau d'instruction pour savoir comment déterminer où se trouve ma pièce, où se trouve ma carte d'identité. Donc, je pense qu'au niveau de l'ONESI, il y a un travail à faire. Il y a un travail en ce sens qu'on peut te donner un délai bien précis d'efficacité. C'est-à-dire, quand tu déposes tes papiers, tu as soit 1 semaine pour avoir ta pièce. Tu as soit 2 semaines, tu as soit 3 semaines. Mais ils le disent, mais ce n'est pas respecté.
C'est ça, c'est pas respecté. Si, c'est ça. C'est respecté. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Moi, je parle de faits. On va s'écouter. Oui, si c'est respecté, peut-être c'est aujourd'hui, vous me le dites. Sinon, moi j'ai constaté que ce n'est pas respecté et cela pose beaucoup de problèmes aux requérants, à ceux qui ont besoin de ça pour se faire inscrire sur la liste. D'accord, bien noté. Mais Traoré. Oui, je voudrais dire, il faut être précis là-dessus. Oui. Pour les questions de pièces, l'on a exigé la carte nationale d'identité. Quand on n'a pas la carte nationale d'identité et qu'on a fait seulement la demande de la carte nationale d'identité, qu'on a un récépissé, on peut s'enrôler avec. Mais ça, on ne va pas dire parce que je n'ai pas ma carte, donc je ne vais pas m'enrôler. C'est aussi bien que les citoyens sachent qu'ils peuvent s'enrôler avec le récépissé. On l'a dit. On l'a dit, on l'a dit plusieurs fois. Oui, ça se trouve dans nos documents que nous avons produits. Et puis, le certificat de nationalité qui est la troisième pièce qu'il faut avoir. Si on n'a pas les deux autres, il faut avoir soit la carte nationale d'identité, le récépissé de la demande de la carte nationale d'identité ou bien le certificat de nationalité. Okay. Voilà comment ça se présente. Alors, donc, la question, la commission mène la sensibilisation. Mais qui doit prendre le relais après la CEI? Je pense que c'est la société civile. La société civile, comme vous l'avez dit, relativement aux pièces, vous devez pouvoir justement mobiliser, sensibiliser les populations, leur faire comprendre l'importance d'avoir une pièce d'identité. La CEI joue son rôle d'organisateur des élections avec tout ce que nous avons comme activité connexe. Mais en même temps, il y a des aspects qui incombent, comme je le dis, à la société civile qui doit pouvoir justement faire ce travail-là de fond en comble jusqu'à ce que les gens puissent avoir leurs pièces, aider donc la commission, aider l'État à atteindre ses objectifs à ce niveau. J'ai envie de poser c'est quelque chose, que je voudrais dire, parce que le fait de dire que les pièces, on n'arrive pas à avoir les pièces, voilà pourquoi on ne va pas s'inscrire, moi je me dis, on a simplifié les exigences, les conditions d'inscription sur la liste électorale. Donc, à ce niveau-là aussi, vous devez pouvoir Monsieur les pièces, on note aussi l'avis de ce téléspectateur qui parle des distances des lieux administratifs pour établir notamment le certificat de nationalité. Ce que je voudrais dire, la question de la pièce, il faut qu'on arrive à responsabiliser aussi justement les populations. Parce que tu ne vas pas attendre que quelqu'un vienne te dire il faut faire ta pièce parce que tu dois aller t'inscrire. On fait la pièce parce que c'est important. On a 18 ans, on a 16 ans. Aujourd'hui, même à 5 ans, on peut demander déjà pour son enfant la carte nationale d'identité. Alors, qui doit lancer ce message-là? À la fois l'État, mais je le dis encore une fois de plus, les ONG qui nous accompagnent, qui accompagnent toutes ces populations-là dans la sensibilisation pour que ces objectifs soient atteints. Donc, pour la question de la pièce, on ne va pas attendre que l'enrôlement commence dans un mois pour dire, moi, je n'ai pas de pièce, je vais chercher ma pièce aujourd'hui. Ça doit être un processus continu. On a fait l'enrôlement l'année dernière. Mais il y a d'autres encore qui sont là, qui n'ont pas cherché à avoir cette pièce-là qu'il faut pour s'inscrire. On arrive au seuil, j'allais dire, à la porte de l'opération, on se rend compte qu'on n'a pas de papier. L'année prochaine, ce sera la même situation. Tant que les uns et les autres ne comprendront pas que la pièce d'identité ou une pièce, n'importe quelle pièce, en tout cas concernant une personne ayant des droits, que cette personne-là doit avoir ses papiers, ça va être toujours la même situation au niveau de l'inscription sur la liste électorale. OK. Voilà. Vous pouvez poursuivre vos points. Vous avez terminé? Oui, c'est ce que je voulais dire relativement à ça, mais relativement à ce que M. Boga a dit quand le président a parlé de l'extrait de naissance. En réalité, il n'affirmait pas, comme la carte nationale d'identité que nous avons aujourd'hui, les filiations n'apparaissent pas. L'année dernière, dans notre protocole, il avait été dit que si l'on vient avec la nouvelle carte nationale d'identité, il faut, si on le peut, adjoindre une pièce où l'on peut retrouver facilement les noms des parents. C'est ce qui avait été fait. Mais cette année, dans le décret, il est exclusivement dit
que l'ONESI doit pouvoir mettre à la disposition de la commission électorale indépendante les moyens de retrouver les filiations des uns et des autres. Donc le président n'est pas à jour? Non, il est à jour. Il est à jour. Il est à jour. On en fait une polémique alors que vraiment c'est chaud. Celui qui peut venir avec une pièce complémentaire pour donner toutes les informations sur place, il n'y a pas de souci. Mais celui qui ne le fait pas, ce n'est pas aussi mauvais. C'est-à-dire, ce n'est pas obligatoire d'avoir cette deuxième pièce-là qui est l'extrait de naissance. Okay. J'étais dans un bureau de vote, dans un bureau d'enrôlement à Boisflé. La jeune dame, elle a donné sa nouvelle pièce et elle a commencé à donner le nom de ses parents. Ce que l'agent formulaire était en train de remplir. Et puis, il y a eu une petite discussion au niveau de l'orthographe du nom. Et puis, elle s'est rappelée qu'elle a son ancienne carte d'identité, la carte orange, qu'elle a sortie. Et elle a remis. Et le nom sur lequel il était en train de discuter, effectivement, il y avait une erreur là-dedans, ce qui était... Donc, la fille, elle a corrigé. Alors, donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, un extrait de naissance, on crée de la polémique, alors qu'il voulait tout simplement dire que ce document-là vient en appui de ce qui est là. Sinon, on n'a pas dit que c'est obligatoire. D'accord. André Sylvain Conan. Je reviendrai là-dessus. Oui. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Ce que j'ai lu sur les conditions de la CEI, c'est la carte nationale d'identité en cours de validité. Oui. Vous me corrigerez si je suis en train de me tromper. Mais pour le récépissé, il n'a pas été signifié en cours de validité. Ce que je comprends, c'est que tant que c'est un récépissé délivré par l'ONESI, même quand le délai de validité est passé, on peut juste s'inscrire. Vous confirmez cela? On peut l'utiliser. C'est bien ça? Mais ça, il faut que les populations le sachent. Voilà, pour éviter les histoires de... Moi, j'ai fait je me suis fait enrôler pour la carte d'identité. Je n'ai pas encore eu ma carte d'identité. Oui, si vous avez un récépissé, quel que soit le délai de validité, vous pouvez aller, parce que c'est ce que moi j'ai lu sur le truc. Voilà. Maintenant, le certificat de nationalité, il est gratuit. Voilà. C'est bien de le préciser. Terminer rapidement. Voilà, c'est juste des précisions que je fais. Qui doit prendre la parole. Je rappelle qu'il y a une opération spéciale actuellement tendant à donner des extraits de naissance aux populations. C'est gratuit. Vous partez seulement à la sous-préfecture avec 2 témoins. Et la procédure est lancée. Mais même ça, nous, on communique beaucoup sur cela, en tout cas à travers notre fondation, mais les populations ne se bousculent pas. Voilà, donc j'aimerais aussi dire à Bita, auparavant, moi je faisais partie de ceux qui ont critiqué beaucoup l'ONESI par rapport aux pièces d'identité, mais je peux attester qu'aujourd'hui c'est tout au plus 5 mois. J'ai mon cadet Note Benjamin qui a fait sa carte d'identité récemment, et ça fait moins d'1 mois. Il a obtenu sa pièce. Voilà, d'accord. C'est votre temps de parole, Athie Bonga, on vous écoute. Bon, je voulais revenir sur l'information qu'André a dit, donc je passe ça. Je veux dire aussi que l'attitude de M. Boga, du docteur Boga, de mon grand frère, sur la polémique, c'est justement cette attitude-là qui est en quelque sorte méchante dans cette période. C'est ça qui alimente ce que j'appelle le seuil bashing. Même s'il a dit, je suppose même qu'il a dit, comme vous dites. Mais il a dit. Je suppose, c'est même pas un problème. Non, il ne faut pas supposer. D'accord, je dis, c'est pas ça. Voilà, le monsieur, on suppose même qu'il a dit qu'il faut la pièce d'identité, l'extrait de naissance. Le lendemain, de façon officielle, comme vous dites, l'extrait de naissance, c'est un problème. On vient dire que ce n'est plus un problème. Au lieu de te réjouir, d'aller vers la population pour leur dire désormais, voici ce qui est retenu. Toi, tu dis non. Le vrai problème, là, ce qui fait que la CEI n'est pas crédible, c'est que le président est venu dire aujourd'hui et demain. Mais c'est tout. Quand on fait tout ça, pourquoi vous voulez qu'elle ne pas s'inscrire? On ne peut pas s'aimer du manioc et vouloir récolter du cacao. Vous ne pouvez pas tous les jours, mais tous les jours. Vous vous levez sur des polémiques, mais totalement inutiles. Venez agacer, mais déprécier totalement la CEI. Et espérer derrière que les gens s'inscrivent. C'est comme les dire aux gens, soyez cohérents. Vous ne pouvez pas passer tout le temps à chercher la petite bête. Mais jamais la solution. Toujours la bête. Et se surprendre après que les gens ne s'y intéressent pas. C'est vous qui créez cette ambiance délétère. Parce que vous cherchez des minuscules trucs à chaque fois pour ramener un problème de crédibilité. J'ai dit la dernière fois, j'ai discuté ici, c'était même sur ce plateau, sur la question, prenez un exemple tout concret. La radiation des morts. OK, on a un état civil qui fait qu'on ne peut pas radier, on n'arrive pas à radier systématiquement les morts. On te donne l'article 12 pour le fait, tu dis que ça ne suffit pas, ce n'est pas grave. Mais si on respecte tout le process mis par la CEI,
Si toi, tu es un représentant de ton candidat dans ton bureau de vote, et moi, on ne peut pas voter. Parce que même quand j'ai mon nom, j'arrive, je donne ma pièce, je mets encore mon index là, sur la tablette. Si mon représentant il va savoir que le gars est mort. Mais ce n'est pas à chaque fois. Quand il y a des problèmes, recherchons des solutions. Il y a des gens qui cherchent des problèmes dans la seule idée, malheureusement, de décrédibiliser le processus. Et quand ça arrive que tout ce qu'ils ont prêché pendant 10 mois, ils veulent le changer en 1 mois, ça ne passe pas. Mais c'est vous qui créez ces On vous a bien compris, Achou Bonga. Docteur Boka Sako, j'avais ensuite Michel Betta. Mon cher Kadé Achou Bonga, avec toute l'amitié que j'ai pour toi, écoutez, nous sommes des hauts cadres de ce pays. Quand on vous confie une responsabilité, il faut l'assumer. Je dis et je répète, il y a des erreurs que le premier responsable d'une structure comme celle-là ne doit pas commettre. Mais si lui, il se trompe même sur les documents à fournir, mais le site... Non, mais... S'il vous plaît. Non, mais... Écoutez, ne mettez pas en doute les compétences de ce haut magistrat. Vous dites que... Moi, écoutez, moi, je n'ai pas travaillé pour la CEI. Hein. Je paye pour que la CEI fasse son travail. Par exemple, quand on parle de l'audit, je me demande pourquoi la CEI jette... enfin... du revers de la main la question de l'audit. Ce n'est pas sa responsabilité. C'est nous, les citoyens, qui le demandons. Et en plus, comme la loi ne l'a pas prévu, on demande qu'il y ait un dialogue politique inclusif pour que tous les acteurs se mettent ensemble, y compris la société civile. Vous savez, le président qu'on élit là, on ne l'élit pas, ce n'est pas la CEI qui décide, c'est les Ivoiriens qui décident de leur président. Et je reviens là-dessus. Je ne fais pas de la CEI bashing, parce que je cotise pour que les agents de la CEI soient très bien payés. Et donc, quand ils sont bien payés, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Le premier responsable ne peut pas venir dire des choses qui ne sont pas dites dans le décret. Vous savez comment M. Kibed cite toujours la loi? Il connaît, il maîtrise. Vous me parlez de, oui, CEI bashing. La question, ce qui décrédibilise encore, je vais ajouter. Quand on parle de M. Laurent Gbagbo qu'on a extrait de la liste électorale, c'est un débat qui revient souvent. Moi, j'aurais aimé que ce fût le ministre de la Justice, par exemple. Lui qui a fait la liste et qui l'a transmise au président de la CEI, laquelle liste a été simplement appliquée sur le terrain. Mais quand vous écoutez le président de la CEI, il donne l'impression que c'est lui qui a décidé. Alors que il n'est même pas... La CEI, dans ce dossier, n'est même pas responsable. Ça vient d'ailleurs. Donc la question de la décrédibilisation vient de ce que le zèle avec lequel on prend les partis qui ne sont pas les nôtres. Il fait son travail. Et dans son travail, il vient nous dire deux choses. Que même un agent de la CEI fasse cette erreur-là, je peux le comprendre, mais pas le premier responsable. On vous a bien compris, Dr. Boka Sako. J'assume. On vous a bien compris. Michel Betta. Oui, moi, je suis un peu étonné que mon collaborateur Atu parle de chercher la petite bête. Parce qu'en fait, finalement, il donne l'impression que lui, il banalise un peu le processus électoral. Le processus électoral, il est tellement important parce que les Ivoiriens vont choisir ceux qui vont les diriger. Quand il dit comme ça simplement, oui, après avoir mis son doigt, son index, il peut savoir que celui-ci est mort. Mais il oublie qu'il y a... Ce dont on se plaint souvent, c'est qu'il y a des bureaux qui sont bourrés sans qu'il y ait des représentants et ces unes-là se retrouvent à la CEI. C'est toutes ces questions-là. Quand on dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas le droit d'être sur la liste électorale, c'est parce qu'on se dit dans l'entendement, certains bureaux de vote peuvent être comblés par ces personnes qui sont sur la liste sans qu'il n'ait passé par tout ce processus qu'il décrit là. On se plaint souvent qu'il y a des bureaux de vote où d'autres ne sont pas représentés. Mais quand ils ne sont pas représentés, bien que ce soit leur faute, mais il faut que la CEI fasse en sorte que même là-bas aussi, on peut espérer des bons résultats. Tous les aspects du processus sont importants. Donc il ne faudrait pas les minimiser au point de vouloir banaliser et d'accuser les autres d'être les CEI backing. D'accord, mais Fouad Traoré, ensuite... Oui, moi, je ne comprends pas M. Betta, parce qu'en tant que journaliste, vous devez aller à l'information. J'y vais. Vous n'allez pas. Laquelle? Parce que vous dites. Vous dites des choses qui n'existent même pas, que vous n'avez même pas vues. Que moi, je n'ai pas vu. Oui, s'il vous plaît, on va éviter que ce soit un débat direct. Parce que tout simplement, pour la seule raison, quand on dit que les urnes sont bourrées, vous avez dit, chaque candidat doit avoir un représentant quelque part, dans un bureau de vote. Le résultat du bureau de vote là, est comptabilisé dans le bureau de vote. Chacun a ce qu'on appelle un PV de la journée. Qu'il va transmettre à ses mandants. Et ceux qui cassent les bureaux de vote, c'est moi? Non, mais c'est ce que je t'ai dit. Donc, sur cette question-là, il faut dire les choses telles que c'est.
Ce sont ces paroles-là qui font peur aux populations. Ah, c'est pas moi, je les tiens alors. Ce sont ces paroles qui font peur aux populations. Il faut chercher à arranger, à aller dans le sens d'une compréhension des actes et des actions. Les thèses sont là. Je pense que vous avez le code électoral. Si vous commencez déjà à présenter le code électoral dans votre journal, presque chaque jour, en expliquant ligne pour ligne un certain nombre de situations ou bien d'alinéas ou d'articles, vous allez voir que les gens vont apprécier mieux le travail que vous faites. Vous devez accompagner aussi la CEI dans la compréhension de l'activité que nous faisons. D'accord. Achu Bonga, ensuite André Sylvain. Surtout que j'ai été interpellé. Je répète, c'est du CEI bashing. Je répète, ce que vous faites, c'est grave. Parce que vous dites aux gens, mon souhait, c'est qu'il y ait des cartes allégées. Je suppose que le président de l'institution vient la veille, vous dit qu'il faut une pièce en plus. C'est ça qui vous fait mal. Le lendemain, on travaille, on vient... Il s'est trompé. Oui, mais il s'est trompé, tout le monde se trompe. Mais donc, il s'est trompé, il faut l'assumer. Justement. Il ne doit pas... Je dis justement, je ne vois pas pourquoi quelqu'un ne peut pas... Justement, il s'est trompé. Je ne vois même pas pourquoi quelqu'un ne doit pas se tromper. C'est trop délicat. Il se trompe au point d'accepter ce que tu dis. Moi, je pense que dans cette condition-là, on devrait être plus content du fait qu'on a allégé la chose, le processus. La deuxième chose, quand ce monsieur dit que je banalise le processus électoral, non, je ne le banalise pas. Je dis que dans un état de droit, on va avoir des gens qui vont toujours tenter de jouer avec la loi. Le feu rouge, il y a des gens qui le violent. Pourtant, tout le monde sait qu'il est rouge. La question qu'on se pose, c'est quand quelqu'un a violé le feu rouge, est-ce qu'on peut le rattraper? Quelqu'un doit être sorti de la liste pour ne pas voter. OK. Nous tous, on souhaite qu'il sorte de la liste. C'est ça. Si cette étape-là n'est pas faite, est-ce qu'il y a un autre pare-feu? Oui, il y a même plusieurs pare-feux. Donc, au lieu de passer tout mon temps à m'égosiller pour dire aux gens que ce qu'on fait est méchant, je leur ai dit, c'est pas grave. On va chercher à régler ça. Mais comme ce n'est pas réglé, sachez que le mort, voici ce qui est mis en place pour ne pas que le mort vote. Et quand je suis des partis politiques, je vais terminer comme toi, je vais donc expliquer... Ah non, s'il vous plaît, Achu Bonga, terminez. Donc, je vais l'expliquer à mes militants et à mes représentants. Quand vous êtes dans une salle, voici ce qui va se passer pour éviter ça. C'est comme ça qu'ensemble, on construit quelque chose parce que nous tous, on tient à ce que notre président soit élu comme on le souhaite, comme les Ivoiriens l'ont dit. Mais on ne peut pas le réussir tous les matins, comme vous. Le truc systématique, c'est de jeter du discrédit et de nier tous les efforts qui sont faits pour rendre la chose crédible. Et ça, après, venir se mettre sur un plateau, s'étonner que les gens ne vont pas s'envoyer. Ça, c'est pas cohérent. Et c'est le manque de cohérence politique qui fait que les gens ne s'y intéressent pas. Arrêtez d'être incohérents. André Sylvain Conon, c'est à vous. Tout à l'heure, tu as dit, comme je suis d'un parti politique comme vous, je suis curieux de savoir... Non, je ne parle pas de moi, je lui d'un parti politique. Non, mais j'ai lu. Toi, tu es d'un parti politique. Parce que moi, il n'y a pas de carte. Puisque vous avez dit qu'on a démissionné du PDCI. Bon, bref. Dites-nous, André Sylvain Conon. Alors, moi, ce que j'aimerais relever, c'est qu'effectivement, pour moi, c'était une erreur commise par le président de la CEI. Merci de le reconnaître. Oui, mais c'est un détail. Parce que, honnêtement, c'est un détail. Pourquoi? Dès le lendemain, moi-même, le même jour, si vous partez sur mon profil Facebook, parce qu'on sensibilise beaucoup les jeunes, j'ai dit non, qu'il faut, c'est le récépissé. Voici les 3 conditions, le récépissé, quelle que soit la date de validité, la CNI en cours de validité ou l'extrait le certificat de nationalité. Tout est où? Mais dès le lendemain, le président de la CEI lui-même, il était invité à un press club. De l'UNJCI? De l'UNJCI, de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Il a reprécisé. Moi, quand je prenais cette position la veille, c'est parce que j'étais allé lire les conditions édictées par la CEI bien avant, au début du processus électoral, du processus de révision. La CEI avait donné ces 3 conditions et l'extrait de naissance ne figurait pas. Donc, le président de la CEI a eu l'humilité, parce que je comprends, docteur Boga, et on pardonne difficilement aux gens qui sont réputés brillants. On les pardonne difficilement. Oui, mais on est tous d'accord que... Moi, je suis très critique vis-à-vis de la CEI, hein, mais on est tous d'accord que le président de la CEI, il est brillant. C'était un détail. Lui-même, il est revenu dessus pour dire non, l'extrait de naissance n'est pas obligatoire.
La CEI a fait un communiqué pour dire l'extrait de naissance n'est pas obligatoire. Bon, on ne va pas continuer. Tout le monde se trompe. On vous a bien compris, messieurs. En tout cas, vos positions sont connues. Ce magazine n'est pas qu'un magazine de débat, c'est aussi un magazine d'information. Donc, je vais vous donner la possibilité, Mefouad Traoré, de nous dire. Il reste environ 15 jours pour la fin du processus. Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent savoir ce soir? Pour revenir donc aux pièces qui sont exigées pour faire donc l'enrôlement, c'est la carte nationale d'identité, la CNI, ou le récépissé de cette demande de carte nationale d'identité lorsqu'on n'a pas encore reçu sa carte, ou bien le certificat de nationalité. Alors pour ceux qui sont à l'étranger, c'est la carte consulaire, le passeport ou encore la carte nationale d'identité. Maintenant, pour ceux qui doivent changer de lieu de vote, tout à l'heure, Dr Sako l'a dit, il faut un certificat de résidence qui est délivré quand on est dans une sous-préfecture par le sous-préfet, quand on est en commune par le commissaire de police. Gratuit. Gratuitement, oui, c'est gratuit que c'est fait. Bien sûr. Et c'est-à-dire que c'est différent aussi du document qui est habituellement donné dans le commissariat relativement à la résidence. Maintenant, il y a un deuxième document qui est l'attestation de résidence fiscale pour ceux qui payent leurs impôts dans une circonscription fiscale. Alors ceux-là sont aussi, s'ils ne vont pas prendre donc le certificat de résidence, ils peuvent aller au niveau des impôts, demander donc ce document auprès donc de l'impôt et ils seront servis. Ok, merci. Voilà. Ce sont ces pièces qu'il faut et puis on fait le changement ou l'inscription sur la liste électorale. Dernière question, est-ce que les personnes qui ont des erreurs sur les noms peuvent profiter de cette opération pour les corriger? Non, ce n'est pas le moment. Les erreurs sont corrigées pendant la période du contentieux. D'accord, bien noté. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur ce plateau pour donner toutes ces informations. Merci, messieurs, j'ai failli dire chers téléspectateurs, mais pour cette première partie d'émission, on va faire juste une courte pause avant de poursuivre le débat ce soir sur ce plateau d'NCI 360. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.